sujet suivant, je crois que c'est l'avant-dernier de notre liste ce soir. Le sujet suivant nous amène, eh bien, dans les Grands Lacs, nous amène en Afrique centrale. Le président angolais, Lourenço, a tenté une médiation entre le Rwanda de Paul Kagame et la République démocratique du Congo de Félix Tshisekedi Tshilombo. Tout semblait, cette fois-ci, être bien parti, puisque Paul Kagame, président du Rwanda, mes chers amis côté YouTube, Franklin Nyamsiwa, Cameroun, l'Afrique des libertés, on essaie de nous empêcher de parler. Donc faites un tour de partage. Vous êtes plus de 4000 en direct sur Franklin Nyamsi, l'Afrique des libertés YouTube. Vous êtes d'ailleurs plus de 1600 en direct sur l'Université libre l'Afrique des libertés. N'oubliez pas de partager massivement cette émission. Pareillement, vous êtes près de 1000 sur Facebook Franklin Nyamsi. S'il vous plaît, un tour de partage. Vous êtes visiblement des dizaines de milliers maintenant sur TikTok. Probablement entre 30 000 et 40 000 en direct sur TikTok. Hein? 1500 visibles, mais en général, vous êtes en fait entre 30 000 et 40 000. N'oubliez pas de partager massivement l'émission et pour empêcher ceux qui veulent nous empêcher de l'empêcher. Merci beaucoup. Donc, le président Lourenço a décidé d'organiser une médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Et pourquoi le Rwanda attaque-t-il la RDC? Ah, d'accord. On m'informe que nous sommes plus de 50 000 en direct actuellement sur TikTok. Nous sommes plus de 50 000 téléspectateurs en direct actuellement sur TikTok, selon le décompte du modérateur. OK. Donc, la médiation angolaise est organisée entre la République démocratique du Congo de Tshisekedi et le Rwanda de Kagame. Pourquoi? La raison est très simple. C'est le Rwanda qui attaque la RDC. Et il faut que mes frères et sœurs rwandais de tous les bords politiques s'unissent à nos frères et sœurs de RDC pour dénoncer Paul Kagame. C'est lui qui attaque la République démocratique du Congo. Alors, quelle est la raison pour laquelle il attaque la République démocratique du Congo? Cette raison a été donnée ouvertement par Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha Paul Stéphane. Sarkozy a dit ceci. Voilà encore un de ces médiateurs ténébreux. Il a dit que le problème qui se pose entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, c'est que le Rwanda est un État petit, mais surpeuplé et pauvre en ressources naturelles, alors que la République démocratique du Congo est un État immense et sous-peuplé, mais riche en ressources naturelles. Je recommence, hein, l'image utilisée par Sarkozy pour expliquer sa vision du problème entre le Rwanda et la RDC. Il dit ceci. Le Rwanda est un petit État surpeuplé et pauvre en ressources naturelles, alors que la République démocratique du Congo est un très grand État, immense État, sous-peuplé et avec beaucoup de richesses naturelles. Voici donc la solution proposée par Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boksha, le tueur de Kadhafi, le pilleur de la Libye, le voleur de 50 millions de dollars de Kadhafi, hein? Le repris de justice pour eh bien, toutes ces affaires de délinquants internationaux. Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boksha, ancien président de la République française, qui est traîné dans tous les tribunaux de France et de Navarre pour toutes les casseroles qu'il traîne. Voilà les vrais gens qu'on doit poursuivre. Il n'est même pas en prison. C'est nous qu'on vient menacer. Sarkozy dit donc que la solution est la suivante. Il faut que l'État qui est trop grand et qui n'est pas très peuplé, qui est sous-peuplé, à savoir la République démocratique du Congo, cède une partie de ses richesses et de son territoire à l'État qui est trop petit et surpeuplé. De telle façon que une partie de la population de l'État surpeuplé va occuper eh bien, le territoire de l'État sous-peuplé et exploiter ses richesses. Et ainsi, on aura la paix. Ainsi, on aura la paix. Et c'est le même raisonnement que Sarkozy applique aux relations entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. L'Ouganda de Yoweri Museveni.
qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, mais qui a une population énorme. Il faudrait que l'Ouganda prenne un morceau du Congo. Il faudrait que le Rwanda prenne un morceau du Congo et on aura la paix. Voilà la solution proposée par Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boksha, le franco-hongrois. Vous avez entendu? Et c'est cette solution que l'Union européenne et l'essentiel des puissances occidentales appliquent. Quelle est la preuve que l'Union européenne applique cette solution? Mais l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda pour exploiter le diamant, le cobalt, l'uranium, l'or, le manganèse, le lithium, pour exploiter des richesses naturelles qui ne sont pas dans le sol rwandais, mais qui sont dans le sol congolais. L'Union européenne a signé un accord d'exploitation des richesses congolaises avec le Rwanda. C'est une incongruité, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire du droit économique international. Une organisation supranationale, l'Union européenne, une organisation communautaire, l'Union européenne, signe un accord de coopération économique avec un pays qui ne possède pas les richesses naturelles qui sont mentionnées dans l'accord. L'accord existe. L'Union européenne a signé avec le Rwanda de Kagame un accord selon lequel le Rwanda est l'intermédiaire de l'Union européenne pour acheter de l'uranium, du cobalt, du lithium, de l'or. Bref, toutes les richesses que le Rwanda vole au Congo. L'Union européenne préfère les acheter dans les mains du Rwanda et de l'Ouganda que de les acheter directement dans les mains du Congo. Parce que si elle doit les acheter dans les mains du Congo, mais le Congo en est le propriétaire, il va faire un bon prix. Pour lui, le peuple congolais, pour lui, le Congo, et aussi pour ses partenaires européens. Non. Mais quand on achète chez le voleur, c'est du recel. En fait, l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda, c'est un accord de recel. En droit, les juristes appellent cela le recel. Quand tu achètes un bien chez quelqu'un, en sachant que cette personne l'a volé, tu es un voleur de vol. Et le receleur, c'est le voleur de vol. C'est-à-dire, c'est celui qui profite d'un vol. Il est donc voleur au second degré. Voleur puissance 2. L'Union européenne signe un accord de recel des richesses du Congo volées par le Rwanda avec le Rwanda. Donc, on sait très bien que le Rwanda et l'Ouganda jouent le rôle, en réalité, d'arracheurs des ressources naturelles congolaises pour les brader aux multinationales occidentales. Voilà le modèle. Voilà le modèle qui est à l'origine de la crise des Grands Lacs. Alors, qu'est-ce que le Rwanda a mis en place pour cela? Pour exploiter, pour piller le Congo, Kagame a fabriqué une milice qui s'appelle le M23. Avant, on les appelle les Banyamulenge, c'est-à-dire les rwandophones installés au Congo. Le M23, c'est l'armée rwandaise. Il est directement contrôlé par Kagame. C'est un détachement de l'armée rwandaise. Il agit sous le commandement de l'armée rwandaise. Mais le M23 est chargé de simuler son appartenance à la nation congolaise. Les rebelles du M23, les assaillants du M23 sont des Rwandais. Mais sont des Rwandais qui sont présentés comme des Congolais. De telle façon que la guerre entre l'armée congolaise, les FARDC, et le M23 soit présentée comme une guerre congolo-congolaise. C'est-à-dire que Kagame se tient à côté et dit « J'ai rien à voir dedans. Laissez-moi boire un peu d'eau. » C'est une affaire scandaleuse. Kagame est le vrai chef du M23. Mais il dit aux gens du M23, dites que vous êtes des Congolais. Et il fait répéter cela par l'Union européenne, il fait répéter ça par tous les médiateurs occidentaux qui sont ses complices pour piller les richesses du Congo. On présente donc le M23 comme une rébellion congolaise, alors que c'est une agression rwandaise. Du coup, Kagame s'organise pour que chaque fois qu'il y a une discussion pour chercher à trouver la paix, Kagame est représenté par deux forces. Le Rwanda, officiellement, dont il est le président,
et le M23, dont il est le président caché. Kagame s'arrange pour que ce que lui il accepte, le M23 refuse. Et ce que le M23 refuse, lui, Kagame, il accepte. Je recommence la tactique de Kagame. Pour maintenir la situation d'agression et continuer à piller le Congo, il fait capoter toutes les négociations. Car en fait, Kagame agit comme un diable à deux cornes. C'est un diable. Il a deux cornes. Sa première corne, c'est le M23. Elle est plantée dans le corps du Congo. Sa deuxième corne, c'est la République du Rwanda, l'armée officielle du Rwanda. D'accord? Il a une armée officieuse, c'est le M23. Et il a une armée officielle, c'est l'armée rwandaise. Ok. Quand le M23 accepte quelque chose, le Rwanda, lui, va refuser. Quand le Rwanda accepte quelque chose, le M23 va refuser. Voilà comment viennent de capoter les négociations par la médiation angolaise. Kagame, à la dernière minute, dit qu'il faut d'abord que la RDC, que Tshisekedi discute avec le M23. Que tant que Tshisekedi ne s'est pas entendu avec le M23, lui, Kagame, il ne peut pas discuter avec Tshisekedi. Kagame, à la dernière minute, dit au président Lourenço, le président angolais, je ne peux pas venir là-bas. Il faut d'abord que les Congolais s'entendent entre eux. Je veux que Tshisekedi discute avec ses frères congolais du M23. Ils sont du même pays. Quand ils vont finir de s'entendre, ce sur quoi ils vont tomber d'accord, moi, Kagame, je viendrai, eh bien, je serai d'accord une fois que le M23 et Tshisekedi seront d'accord. Or, en fait, qui est le M23? C'est Kagame. Kagame, en tant que président du Rwanda, joue au gentil monsieur. As you know, we love peace. Rwanda just needs security. We don't have anything against the Congo. The Congo is a country of brothers. We don't have any problem. If you don't attack me, Kagame, I don't attack you. I have no problem with nobody, but if you find me some problems, you have problems with Kagame. Me, Kagame, I'm a very clear man. If you don't attack me, I don't attack you. Voilà comment il parle. Rwanda is just working for its security and its business. I am not jealous of the Congo, and I don't care about the Congo. I have something to do in Kigali. I have to deal with my people every day. I'm not in Congolese problem. Et c'est comme ça que Museveni parle aussi. Me, Museveni, my problem is just to govern Uganda. I'm not in Congolese matters. I'm not there. Quand il a fini de parler comme ça, il dit au M23, attaquez. Attaquez. Le M23 attaque, avance, etc. sur le terrain. Mais le monde entier se retourne vers Kagame. Mais Kagame, quand même, le M23, c'est vous. Dites-leur d'arrêter. Ce n'est pas moi. Le M23, ce n'est pas moi. Mais je peux leur parler, puisque bon, ce sont des voisins du Rwanda dont on se connaît depuis longtemps. Je peux leur parler. Il entretient en permanence l'échec des négociations, parce que l'échec des négociations permet la continuation de la prédation. Je le répète une deuxième fois. Kagame fait capoter toutes les négociations, parce que l'échec des négociations est la condition de la continuation de la prédation. Une troisième fois. Paul Kagame, tant qu'il sera en position de force, avec son armée à l'intérieur du Congo, fera échouer toutes les médiations, parce que, précisément, la continuation de l'agression militaire du M23 garantit l'approvisionnement du Rwanda en ressources naturelles volées au Congo. Et Kagame a mis en place un modèle de développement du Rwanda qui suppose le pillage continu du Congo. Il a fait du Rwanda un État qui a besoin que le Congo soit pillé pour lui fonctionner de manière optimale. Et c'est le problème qu'ont les néocolons français, par exemple, par rapport à l'Afrique, anciennement colonie française, territoire sous tutelle française. Ils ont conçu la puissance française sur la base de l'exploitation permanente de l'Afrique. Quand les Africains leur disent « vous ne pouvez plus », ils ne savent plus faire fonctionner la France. Kagame est dans le même état de dépendance psychologique, économique, même état de dépendance mentale envers la RD Congo. Kagame ne sait pas comment il peut faire du Rwanda un pays prospère sans le pillage du Congo. Intellectuellement, c'est la limite de Kagame. Bien sûr qu'il essaie de présenter le Rwanda comme un État qui est.
plutôt bien gouverné. Il essaie de montrer comment le tourisme fonctionne au Rwanda. Hein? J'ai vu que récemment, il appelle à l'organisation d'un grand prix de Formule 1 au Rwanda. Il essaie de montrer que le Rwanda existe en lui-même et pour lui-même. Mais en réalité, le fond de la richesse que revendique le Rwanda est constitué par le pillage du Congo. Et cette espèce d'hypocrisie, elle est très répandue dans l'élite politique rwandaise actuelle. Kagame a réussi à faire penser une bonne partie des cadres qui l'accompagnent dans cette aventure contre le Congo, à leur faire penser que c'est normal, à leur faire penser que l'action que le M23 mène au Congo est une action légitime. J'ai même entendu dans certains milieux de l'élite au pouvoir au Rwanda dire que à l'époque des royaumes, le Kivu actuel appartenait au royaume du Rwanda. Ils ont même fabriqué une mythologie dans laquelle des parties entières du territoire congolais actuel, ils disent que ça leur appartenait avant la pénétration des Belges et des Allemands. Et ils racontent cela le soir à leurs enfants. Ils se mettent à faire croire à leurs enfants que le Congo, là, le territoire congolais qu'ils sont en train de piller avec le M23, aurait appartenu à leurs ancêtres avant. Et que ce sont les Belges, les Allemands, les Français qui ont arraché cela pour donner ça aux Congolais. Ils sont en train de réécrire l'histoire. Et ils sont en train de préparer des générations qui pourraient, malheureusement, se retrouver dans des logiques génocidaires à cause des mensonges que leurs parents leur ont racontés. Il y a maintenant, de plus en plus dans des milieux, j'entends certains de mes frères et sœurs rwandais, certains, ils ne sont pas les plus nombreux, dire que le territoire congolais du Kivu, là, dans lequel le M23 est en train de voler, que ça a appartenu à leur plus ancien royaume. Les Museveni ont élaboré la mythologie de l'empire Hima, un empire qui aurait compté le Kivu parmi ses possessions. Et ils sont en train de raconter cette histoire fausse à leurs enfants. Ils sont en train de la répandre dans la presse rwandaise, dans la presse ougandaise, de faire croire aux jeunes générations de Rwandais ou d'Ougandais que le Kivu leur appartient. Qu'en fait, ce sont les Occidentaux, les colons occidentaux, qui ont attribué injustement le Kivu à la République démocratique du Congo. Vous vous rendez compte de l'abomination que c'est? C'est juste incroyable. Ils montent de toutes pièces une légitimité historique du Rwanda sur le Kivu, une légitimité historique de l'Ouganda sur le Kivu qui n'a jamais existé. Dans aucun livre d'histoire sérieuse, dans aucune reconstitution sérieuse de l'histoire des Grands Lacs, le Kivu n'a appartenu au Rwanda. Le Kivu n'a appartenu à l'Ouganda. Et qui plus est, les Nations Unies font fonctionner aujourd'hui tous les pays sur les frontières héritées de la colonisation. Mais si tout le monde se met à déplacer ses frontières en fonction de telle histoire que chacun a inventée chez lui, mais c'est la guerre civile généralisée sur le continent africain. C'est la guerre civile généralisée sur le continent africain. Si chacun s'amuse à déplacer les frontières en fonction de l'histoire qu'un tel raconte, sans même le moindre début de preuve. Donc, je voulais attirer l'attention des Africaines et des Africains sur le fait que j'avais déjà dit que les médiations entre Tshisekedi et Kagame sont vouées à l'échec. Tant que le paradigme de la situation politique congolaise n'est pas changé. Quel est le paradigme? Et je conclus par là. Mais écoutez, le régime de Kagame et le régime de Tshisekedi ont les mêmes maîtres néocolonialistes et impérialistes occidentaux. Dans ces conditions, ces deux régimes sont condamnés à s'affronter dans l'intérêt de leurs maîtres communs. Ces deux régimes ont les mêmes maîtres néocolonialistes et impérialistes occidentaux. L'affrontement entre l'armée rwandaise, à travers le M23, et l'armée congolaise, les FARDC, a été organisé sciemment par les grandes puissances néocolonialistes et impérialistes qui sont les parraines du Rwanda et de la RDC actuelle. Si vous n'avez pas élevé votre compréhension à ce niveau, vous ne pouvez pas envisager une solution pour notre peuple en souffrance, en République démocratique du Congo. Faites la liste des parrains du Rwanda de Kagame et faites la liste des parrains de la République démocratique du Congo de Tshisekedi. Vous vous rendrez compte que ce sont les mêmes. Ces deux pays sont parrainés par la puissance anglo-américaine. Ces deux pays sont parrainés par l'OTAN. Ces deux pays sont parrainés par Israël. Ces deux pays sont parrainés par l'Union européenne. Ces deux pays sont parrainés par la France. Ils ont strictement les mêmes parrains. La Belgique, les mêmes parrains.
Or, les parrains n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait la paix entre le Rwanda et le Congo. Parce que s'il y a la paix entre le Rwanda et le Congo, les matières premières congolaises seront vendues à un prix très élevé. Mieux, elles seront transformées sur place au Congo, un peu comme le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de le faire. La République démocratique du Congo va s'industrialiser. Elle va raffiner tout son or sur place, transformer son cuivre sur place. La République démocratique du Congo va transformer son diamant sur place, préparer son uranium sur place. Elle va transformer son lithium sur place. On ne veut pas de ça. Voilà pourquoi on organise et on attise la guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo afin que l'instabilité profite au pillage. Voilà le modèle. Kagame, Museveni et Tshisekedi, ils ont les mêmes maîtres. Leur affrontement est organisé par leurs maîtres et ils savent qu'on leur demande d'y participer parce que leur fragilité est la condition de la domination de leur maître. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La République démocratique du Congo ne peut sortir de cette situation qu'en rompant avec les maîtres qu'elle a en commun avec le Rwanda. Elle ne peut rompre qu'en tissant des alliances avec les pays panafricanistes révolutionnaires, d'une part, et d'autre part, en tissant des alliances avec les grandes puissances du monde multipolaire. Seuls les pays panafricanistes révolutionnaires et les grandes puissances du monde multipolaire peuvent offrir au peuple congolais les moyens de mener sa lutte de libération et de vaincre le M23. La bataille contre le M23 est l'équivalent de la bataille du MPLA en Angola contre l'UNITA et le pouvoir raciste sud-africain de l'apartheid. La défaite du M23 sera la défaite du Rwanda. Quand le M23 perdra la guerre en République démocratique du Congo, Kagame perdra le pouvoir à Kigali. Exactement comme lorsque l'UNITA et le régime de Peter Botha ont perdu en 1987 la bataille de Cuito-Cuanavale en Angola, le régime de l'apartheid s'est effondré en Afrique du Sud et Savimbi a fini par être éliminé. Je vous le dis en vérité, la défaite du M23 signifie la fin du régime de Kagame à Kigali. Car le M23, c'est le couteau de Kagame. Sans le M23, Kagame n'est plus rien. Il perd le pouvoir au Rwanda. Et il le sait. Il ne va donc pas s'amuser à lâcher son couteau. Car l'Occident l'a placé au Rwanda pour s'assurer la même mise sur les richesses du Congo. L'Occident soutient Kagame et soutient Museveni parce que ceux-ci garantissent la même mise de l'Occident sur les richesses du Congo. Tant qu'il n'y a pas à Kinshasa des dirigeants qui reprennent le combat panafricaniste révolutionnaire, là où Lumumba, Patrice, héros national, Moulele Pierre, héros national, là où Laurent Désiré Kabila avait porté ce combat, il n'y aura pas de répit pour notre peuple et la République démocratique du Congo sera simplement une république appauvrie. Pourtant, le pays le plus riche au monde, le pays le plus riche d'Afrique. Voilà la vérité. Tshisekedi est un bourgeois comprador soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Ce n'est pas un dirigeant capable de mener la révolution panafricaine du Congo. Il n'en a pas l'étoffe et il n'en a pas l'envie. C'est un collaborateur du néocolonialisme, de l'impérialisme, de l'ultralibéralisme. C'est un homme soumis. Ce n'est pas avec lui, ce n'est pas par lui qu'émergera une solution. La solution sera dans l'émergence d'une armée populaire, véritablement populaire, et d'une élite panafricaniste révolutionnaire congolaise qui va opérer l'union avec les pays panafricanistes révolutionnaires actuels et avec les puissances du monde multipolaire. Et il y aura l'équivalent de Cuito-Cuanavale. La grande bataille du Kivu sera la bataille de la fin du régime de Kagame. Elle pourra entraîner la fin du régime de Museveni. Ce sont des régimes qui nécessairement doivent tomber
pour que le Congo respire. Car ce sont des régimes qui ont été installés pour que le Congo étouffe. Quand l'UNITA, l'Afrique du Sud, raciste de l'apartheid, perdirent la bataille de Kwito-Kwanavale, Mandela commença à sortir de prison. Et l'ANC devait revenir au pouvoir à partir de 1992, 1993, 1994. La clé a été la grande défaite militaire sud-africaine, la grande défaite militaire de l'UNITA en Angola. Le mouvement populaire de la libération de l'Angola, qui est aujourd'hui un peu en perte de vitesse, en raison des dangers du séjour prolongé au pouvoir de n'importe quelle famille politique, doit se souvenir que si lui et le Zimbabwe de Mugabe ne s'étaient pas associés à Laurent Désiré Kabila, mais Kagame et Museveni auraient fait la peau à Kabila avant de l'assassiner en 2001. Kabila aurait été tué avant. Parce que le Rwanda et l'Ouganda, qui l'avaient aidé à prendre le pouvoir, parce qu'en retour, il devait leur assurer le pillage du Congo, quand Kabila a retrouvé ses habits de lumumbiste, ses habits de patriote révolutionnaire panafricaniste, et qu'il a fait volte-face contre ses anciens maîtres de l'AFDL, rwandais et ougandais, mais la tête de Kabila a été mise à prix à Kigali. Et c'est un soldat proche de Kigali, un soldat à la solde de Kigali qui a abattu Kabila dans son bureau en 2001 à Kinshasa. J'espère que vous le savez. C'est un soldat au service du Rwanda qui a tué Kabila. Tout le monde sait que l'assassinat de Kabila a été télécommandé depuis Kigali. Là-dessus, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat. On sait à qui le crime a profité. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, la grande question qui se pose à la République démocratique du Congo, c'est l'émergence d'une véritable élite panafricaine révolutionnaire dans l'armée et dans la classe politique. Tshisekedi n'est pas à la hauteur. Tshisekedi va essayer de gagner du temps et de l'argent. Il va essayer de traîner à la tête de l'État. Il va essayer de se contenter du Congo pillé, du Congo divisé, en utilisant de temps en temps un nationalisme superficiel. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'homme, il n'est pas capable des décisions en profondeur. Même quand il esquisse un pas vers la Fédération de Russie, ce n'est pas un pas décisif. Tu ne peux pas combattre le terrorisme en t'appuyant sur les puissances qui l'ont installé chez toi. Tu ne peux pas combattre le néocolonialisme et l'impérialisme en étant gardé par les mercenaires de la France-Afrique. Impossible. Tu ne peux pas. Donc Tshisekedi n'est pas capable d'aller dans la profondeur des choses. Le Congo est bloqué parce qu'il n'a pas un leader panafricain et révolutionnaire. Parce qu'il n'a pas une organisation panafricaine et révolutionnaire au pouvoir. Parce que les forces panafricaines et révolutionnaires de l'armée congolaise ne sont pas celles qui sont aux manettes du Congo. Et parce que les alliances panafricaines révolutionnaires se sont affaiblies. Voilà la situation. Et je viens... Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.